Alors, t'as envie de jouer à un jeu où chaque pas peut littéralement te conduire à une mort atroce, où les chances de survie sont aussi fiables qu'une promesse politique? Bienvenue dans Fear and Hunger Termina, un jeu qui te fait réaliser que Dark Souls, c'était en fait les vacances aux Bahamas. Ici, tout te hait. Les ennemis, les objets, le sol et même le ciel. Tout ce que tu fais hurle mauvaise idée, mais tu le fais quand même parce que t'es têtu et maso. Le gameplay cruel mais captivant te balance dans un monde déprimant, où tes seules armes sont une batte rouillée et un optimisme suicidaire. Chaque décision est une roulette russe. Dois-je ouvrir cette porte mystérieuse? Non. Et ce coffre scellé avec du sang humain? Toujours pas. Mais tu le fais quand même parce que l'espoir meurt en dernier et toi tu meurs juste après. Des personnages sont aussi joyeux qu'un dimanche sous la pluie. Chaque personnage jouable traîne un passif tellement lourd qu'il pourrait couler le Titanic. Les dialogues te plongent dans une ambiance pesante, où même la moindre blague semble être un cri de désespoir. Mention spéciale à l'univers visuel, sombre, crasseux, dérangeant mais tellement fascinant, que tu ne peux pas détourner les yeux. Ici c'est un peu comme regarder un accident de voiture au ralenti. Les monstres, c'est pire que ton patron un lundi matin. Des abominations cauchemardesques qui semblent tout droit sorties d'un tableau de Goya mélangé avec une crise existentielle. Et ne t'attends pas à une simple baston. Chaque combat est une danse macabre, où tu finis toujours par perdre un bras, une jambe, ou ton dernier point de santé mentale. Conclusion, c'est un chef-d'œuvre, pour ceux qui aiment souffrir. Fear and Hunger Termina, c'est l'expérience parfaite, pour te rappeler que ta vie est cruelle, mais que tu peux toujours en rire, un peu, beaucoup, entre stratégie, gestion de ressources, et pleurs en position fétale. Ce n'est pas un jeu pour les âmes sensibles, ça, c'est sûr et certain. Mais si tu cherches une aventure inoubliable, où chaque victoire est une prouesse, si tu cherches une chaîne YouTube avec 400 guides, au moins, allez, 200, 300, mais un nombre de guides incalculable, t'es sur la bonne chaîne, prépare-toi à plonger dans cette spirale infernale. Juste, n'oublie pas, ton psy est souvent derrière toi. Ce monde, franchement, c'est incroyable. Fear and Hunger, des monstres terrifiants à en faire frémir Lovecraft, une gestion de ressources qui mettra vos nerfs à rude épreuve, des moments épiques, hilarants et des échecs mémorables. Oserez-vous plonger dans cet enfer pixelisé et en ressortir vivant? Abonne-toi, laisse un commentaire sur ton pire ou ton meilleur souvenir dans Fear and Hunger Termina. Si tu veux savoir comment optimiser tes personnages au début, j'ai sorti une vidéo il y a 2 jours. Il y a plus de 200 guides, plus de 200 vidéos sur le lore de ce jeu sur ma chaîne. Donc n'hésite pas à aller checker tout ça. On se dit à très vite. Si tu veux juste voir du jeu vidéo, regarde une autre vidéo, il y a des jeux un petit peu partout. Check Persona 5 Striker, ou comme j'aime l'appeler, Persona Warriors, quand tactique et baston fusionnent dans un feu d'artifice d'incompréhension. Atlus et Omega Force se sont associés pour pondre un jeu qui, sur le papier, te vend le mix parfait. Un action RPG façon Musou où les protagonistes de Persona 5 continuent leur croisade contre les méchants. Dans les faits, c'est un speedrun émotionnel sous Red Bull avec 40 dialogues avant chaque combat et une gestion de ressources qui te fait regretter ta dernière sortie au resto. Le gameplay, un mélange explosif, entre des combos dignes de Dynasty Warrior et des menus RPG qui débarquent au milieu d'une baston comme un prof surgit en plein freestyle à la récré. Tu passes d'un R1 pour pause stratégique à un carré pour matraquer les mobs. Tout ça dans un chaos tellement stylé que t'oublies que tu ne comprends rien à l'histoire, parce que t'as zappé Persona 5. Tu sais pas pourquoi Morgana parle, mais bon, c'est mignon. Les donjons, toujours aussi tordus. Les développeurs ont clairement abusé des pulses, te forçant à réfléchir alors que t'es juste là pour démonter des shadows à coups de Persona. Heureusement, les Phantom Thieves sont là avec leur phase stylée et leur pose Instagram. Sauf que Ryuji, lui, continue à hurler « Let's do this !» comme si chaque combat était son dernier. Et l'OST, une claque. Encore une fois, les mecs se sont dit « Et si on sortait la meilleure musique de tous les temps pour que tous les joueurs en oublient les défauts du jeu ?» Résultat, même quand tu perds, tu bouges la tête sur du jazz fusion qui tape. En gros, Persona 5, c'est l'équivalent d'une soirée où tu finis par danser sur la table, logique, en même temps par danser sur la table sans savoir comment t'es arrivé là. C'est vraiment stylé, c'est bordélique et c'est un poil trop ambitieux. Mais au final, t'y reviens, parce qu'un monde sans les Phantom Thieves, c'est un monstre un petit peu triste. Plongé dans le chaos élégant de Persona 5 Strikers, où stratégie et action explosent dans un Musou RPG détonnant. Que vaut vraiment cette suite de Persona 5, un jeu stylé, bordélique et diablement fun, mais qui demande un master en multitâche et un amour inconditionnel pour le style. Découvre mon avis sur ce bordel musical, coloré,
où les Phantom Thieves continuent de sauver le monde à leur manière. C'est un avis vraiment à chaud, contrairement à beaucoup d'avis, beaucoup de jeux que j'ai fait sur cette chaîne que j'ai intégralement fini, voire même des fois les 100% ou des platines. Là, je viens juste de le commencer, donc j'ai mis 3-4 heures de jeu. J'ai été très agréablement surpris par le début. J'espère que ça continue comme ça, mais ça a l'air très très cool. Donc si vous aimez en tout cas le côté bourrin des Dynasty Warriors ou de Hyrule Warriors, je pense que vous pouvez foncer. Il y a beaucoup de dialogue vraiment au début. Ça change en fait de tout ce qu'on voit d'habitude dans cet univers-là. Donc n'hésitez pas à aller le tester et à faire votre petit retour en commentaire. Parlons à très de vite. Cult of the Lamb, ce jeu où t'as un mouton tout mignon qui instaure un régime dictatorial à base de sacrifices, de soupes douteuses et de sermons hypnotiques. Imagine, Animal Crossing, sauf que tes villageois finissent dans un chaudron si leur foi baisse un peu trop. Et toi, en gourou laineux, tu trouves ça parfaitement normal. Le concept, sacrifié sur l'autel d'une secte chelou avant d'être sauvé par une entité encore plus chelou. Celui qui attend. Il te file une couronne maudite et te dit: va, petit mouton, rassemble tes fidèles, monte ta secte et éclate les autres. Et toi, comme un stagiaire un peu naïf, tu obéis, armé d'une dague rouillée et de l'assurance d'un gourou de téléachat. Gestion ou baston, le jeu alterne entre les deux. La gestion de ton camp sectaire et des combats nerveux en mode roguelike. Phase 1, tu fais gestion de ton village. Tu construis des huttes, des fermes, des toilettes. Ouais, il y a même un système digestif. Mais attention, un fidèle malade ou affamé, c'est un fidèle qui commence à douter. Et dans Cult of the Lamb, douter c'est mal, alors faut improviser. Phase 2, les bastons contre les infidèles. Là tu te balades dans des donjons générés aléatoirement, et tu éclates des monstres pour récupérer des ressources et des nouveaux pouvoirs. Les boss, Dark Souls version LSD. Des dieux en colère, moches comme pas permis, et bien décidés à faire rentrer ton gourdin dans la laine. Le jeu, tout est permis, sauf l'ennui. La vraie force du jeu, c'est son côté décalé et son mélange de genres. Un coup tu organises un rituel où tes fidèles tournent autour d'un feu, la minute d'après tu exécutes le plus vieux de la bande parce qu'il mange un peu trop. Ça te met face à tes propres contradictions. D'un côté, soit tu fais le choix d'être un leader charismatique et bienveillant, soit d'être un psychopathe qui sème l'amour et la terreur, comme un prof en fin d'année scolaire. Pourquoi c'est une pépite? Son style visuel, trop cute. Mais derrière cette apparence adorable, il y a du sang, des tripes, des cultistes qui vomissent, le yin et le yang, des jeux indépendants. L'humour noir. Tu vas faire croire que t'as des principes, mais au bout de 2 heures, t'es là à prier pour que tes fidèles crèvent vite pour libérer de la place. La profondeur du gameplay. Même si t'es nul en roguelike, tu vas kiffer la gestion. Et si t'es nul en gestion, tu vas aimer les donjons. Tout le monde y trouve son compte. Sauf tes fidèles. En conclusion, c'est une critique de la société de consommation, une réflexion sur le pouvoir, ou un jeu où tu peux transformer tes potes en soupe pour survivre. La réponse, un petit peu de tout. C'est que tu te marres, c'est surtout ça, c'est un jeu très drôle. Alors mets ta meilleure robe de druide, file quelques croquettes à Maurice et va répandre ta foi ou ta folie dans le monde des agneaux perdus. Et souviens-toi, si t'y joues pas, celui qui attend pourrait venir te chercher. Force, The Shadow of the Phoenix. Ce titre sorti en 2004 a décidé de mélanger 2 genres dans un shaker en criant: pourquoi choisir entre RPG et STR? Prenez les deux, fermez-la. C'est comme si on t'offrait une pizza au chocolat. Tu sais pas si ça va marcher, mais bon, tu goûtes par curiosité. Spoiler, c'est bizarre mais t'y reviens. Le gameplay est schizophrène, dans le bon sens. Imagine-toi un instant, tu commandes une armée de nains qui mettent des baffes à des morts vivants, et la seconde d'après tu craftes un plastron pour ton héros qui pourrait rivaliser avec le look de Geralt en plein défilé de mode. Ce jeu te force à avoir un cerveau en mode multitâche. Les phases STR, du classique efficace. Construis une base, collecte des ressources, balance une armée sur la gueule du type d'en face, mais attention, ici les unités ne sortent pas d'une caserne magique. Non, chaque soldat, chaque paysan, a été littéralement invoqué à partir de ton mana. En gros, ton héros devient un manager d'intérim en pleine crise de surmenage. Les phases RPG, là on touche à quelque chose de savoureux. Ton héros, ou plutôt tes héros, parce que oui, on peut en gérer plusieurs, évolue dans un monde gigantesque, rempli de quêtes, de loot, de lore. Tu peux te spécialiser dans la magie, le combat ou devenir hybride, mage combattant avec des statistiques qui crient « Faites vos jeux, rien ne va plus ». Le pitch. Un sorcier mégalomane qui veut devenir immortel et anéantir le monde. Classique. Mais ce qui suit, c'est un millefeuille narratif où chaque nouvelle quête te balance une révélation. En gros, ce jeu est plus dense qu'un roman de Tolkien, et chaque PNJ a un discours plus long qu'un monologue de théâtre. Mais on aime ça, parce que le lore de Spellforce est un buffet à volonté de fantaisie. Elfautin, narraleur, mort-vivant psychopathe, tout le monde est là, prêt à se foutre sur la gueule. Les graphismes d'époque, qui vieillissent comme un vin douteux. En 2004, c'était beau, les arbres étaient verts, l'eau scintillait, les bâtiments avaient des textures qui faisaient wow. Aujourd'hui, le jeu a le charme rétro des vieilles 3D anguleuses. Mais honnêtement, ça marche encore. Parce que l'ambiance est là, le design des unités, les environnements, ça te donne l'impression dans un monde vivant, malgré ses polygones fatigués. La musique, sous-estimée. Elle
donne de l'importance. Ici, une bande-son, les compositeurs se sont surpassés. Chaque bataille, chaque exploration, chaque dialogue entre deux PNJ, bizarres et sublimés par des musiques qui te donnent envie d'écrire des poèmes. Spellforce, The Shadow of the Phoenix. C'est ce genre de jeu qui te rappelle pourquoi les années 2000 étaient magiques. Des développeurs qui osaient mélanger les genres. Des scénarios qui se prenaient au sérieux, mais pas trop. Une volonté de créer un univers qui te prend aux tripes. C'est pas parfait, parfois c'est lent, parfois c'est frustrant. Mais au final, tu te surprends à te relancer une partie en disant « Allez, encore une mission et j'arrête ». Un monument de nostalgie pour les vétérans. Une pépite pour les curieux. Alors, prêt à invoquer des ouvriers et à redevenir le sauveur de l'humanité, il y a des jeux qui te prennent par la main, qui t'expliquent leur gameplay gentiment, qui te guident avec un tutoriel de 40 minutes. Et puis il y a No More Heroes 3, qui débarque en moto, te met un high kick dans la mâchoire et crie « Débrouille-toi, loser ». C'est pas juste un jeu vidéo, c'est une crise d'identité transformée en festival de néon et de katana laser. Travis Touchdown, notre héros, au charisme de trottinette, revient pour sauver la Terre, se battre contre des aliens et regarder des animés. Honnêtement, personne ne sait. Même le scénariste avait dû poser sa démission à mi-parcours. Travis, c'est le héros qu'on mérite. C'est un geek qui a confondu la vie avec un tournoi de Smash Bros. Arrogant, vulgaire, mais attachant. Un peu comme ce pote relou qui truine à Mario Kart mais que t'invite quand même parce qu'il te ramène des chips. Armé de son fidèle katana, qui, soyons clairs, ressemble à un sextoy de science-fiction, Travis affronte des boss tous plus improbables les uns que les autres. Sérieusement, y a un mec qui te fait du rap battle avant de te balancer des missiles nucléaires. C'est No More Heroes, où les aliens ressemblent à des Power Rangers sous acide et où chaque combat de boss est une masterclass de n'importe quoi. Un open world vide? Parfaitement. Tu pensais explorer un monde rempli de mystères et de quêtes fascinantes? Non. Ici l'open world c'est un désert rempli de textures douteuses et d'ennemis qui pop-up comme des pubs sur internet. Mais c'est assumé, le jeu ne te promet rien d'autre que du fun, pur, brut et débile. Tu passes plus de temps à payer tes factures d'électricité qu'à sauver l'humanité. Et bizarrement, ça marche. Malgré son apparence bordélique, le gameplay est un délice. Les combats sont dynamiques, techniques, et te donnent l'impression d'être une superstar de l'arène. Même quand tu spammes le même combo comme un débutant, mention spéciale à la recharge du katana laser, où Travis fait un mouvement très subjectif. Bravo les gars, franchement, fallait oser. Une esthétique qui explose le quatrième mur. No More Heroes 3 c'est un hommage au kitsch, au rétro, et à tout ce qui brille trop fort. Chaque menu, chaque écran de chargement, chaque cutscene te crie « Je suis un jeu vidéo, deal with it ». Tu passes de la 3D pixel art des séries Z aux intros dignes d'un animé des années 80. C'est comme si Suda51, le créateur, avait sniffé toutes les idées qu'on lui avait refusées et décidé de toutes les intégrer. En conclusion, un what the fuck incarné. No More Heroes 3, c'est le jeu qui te met face à l'absurde, qui te fait rire, qui te dégoûte et qui te fait kiffer en même temps. C'est une ode à la créativité sans limite, un doigt d'honneur au conformisme et un rappel que le jeu vidéo, c'est avant tout là pour être fun. Alors prends ton katana laser, monte sur ta moto et prépare-toi à un ride chaotique qui te fera hurler « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» avant de relancer une nouvelle partie. Felvidek propose une aventure atypique, inspirée par l'histoire de la Slovaquie médiévale durant les conflits du XVe siècle. Vous incarnez Pavol, un anti-héros en proie à l'alcoolisme et au sionisme, qui se retrouve malgré lui dans un environnement dominé par la secte de Zurvan et les guerres religieuses. Dans cette Haute-Hongrie alternative, les villages sont des endroits de terreur et de désespoir rongés par la violence et les croyances extrêmes. Les croisades catholiques se succèdent, les espions envahissent les rues, la tension est palpable à chaque coin de route, les citoyens vivent sous le poids des religions et d'une société dirigée par des oppresseurs sans aucun scrupule. L'histoire de Felvidek se distingue par son approche satirique de thèmes sombres. Exploitation des plus faibles, critique sociale acérée et exploration de la superstition et du fanatisme religieux. Le jeu, avec ses graphismes rétro 2D pixel art, rappelle les classiques des RPG japonais, mais une atmosphère terrifiante et sinistre. Les paysages sont désolés, chaque lieu révèle un peu plus l'horreur qui imprègne cette société médiévale sur ce jeu qui ressemble quand même à un jeu de PS1. Sans progression classique en niveau, Felvidek se concentre sur un gameplay linéaire, où chaque rencontre et dialogue a un impact majeur sur l'avancée du joueur. Les personnages secondaires comme les espions et les prêtres corrompus enrichissent une histoire déjà intense et provocante. Contrairement à beaucoup de jeux de rôle, Felvidek est moins orienté vers l'action et plus vers une immersion narrative qui pousse à la vraie réflexion.
un vrai choc pour les amateurs de RPG classique. C'est un jeu unique en son genre, j'en ai parlé dans les 2 autres vidéos d'avant, un RPG sombre, satirique qui réinvente le passé médiéval de la Slovaquie avec une petite pointe d'humour noir. Pavol, ce chevalier alcoolique perdu dans les conflits, désolation des terres de Haute-Hongrie, menace constante de la secte de Zurvan, guerre incessante, superstition oppressante, explorer les ravages d'une époque cruelle, à travers des graphismes rétro peints à la main apparemment, et une narration intense. Ce jeu est une expérience brutale, qui vous confronte aux aspects les plus sombres de l'âme humaine. Si vous aimez les récits profonds et osés, Felvidek pourrait bien être l'aventure que vous attendiez. Préparez-vous à une immersion unique en terre médiévale. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je peux vous conseiller Holo Segundo, qui a fait une vidéo 3 heures pour vaincre le diable, justement, qui a l'air d'être le dernier boss. Là, je suis à 1h24 de sa vidéo. C'est un peu lui qui m'a donné envie de vous faire cette petite ces triples vidéos sur Felvidek. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour à son speedrun si le jeu là vous plaît, si les graphismes vous attirent. On se revoit très très vite. Abonnez-vous, pouce bleu, c'était carré pour vous. Vampire n'est pas qu'un jeu. C'est une exploration brutale de la part la plus sombre de l'âme humaine, celle qui veut survivre coûte que coûte. Imagine, tu incarnes Jonathan Reid, un brillant médecin en pleine pandémie de grippe espagnole, et en même temps, un vampire qui doit se nourrir de sang humain. Tu es tiraillé entre ta vocation à sauver des vies et ta soif dévorante qui exige des sacrifices. On parle de choix moraux dans les RPG, mais ici, tes choix ont des conséquences bien plus profondes. Ce qui rend un vampire unique, c'est l'impact de chaque action. Pour progresser, il te faut la puissance que seul le sang des habitants peut offrir. Et c'est là que le jeu frappe fort. Chaque victime a une histoire, des relations, un impact sur le quartier. Tuer, c'est transformer le monde autour de toi, détruire des vies et des relations, et même risquer l'effondrement de tout un quartier. Aucun autre RPG ne pousse le joueur à assumer ses choix de façon aussi viscérale. Prendre une vie ici, c'est littéralement prendre un morceau du monde. Les mécaniques de jeu en tourmentent plus d'un. Tu veux être plus puissant, alors il faudra te nourrir. Mais attention, chaque mort te rapproche de la bête en toi. C'est là tout le génie de Vampire. Ce n'est pas seulement un jeu où l'on incarne un vampire, c'est un jeu où devenir un monstre est non seulement inévitable, mais crucial pour avancer. Beaucoup parlent de choix moraux dans les jeux de rôle, mais Vampire prend ce concept et le transforme en une véritable torture psychologique. Le décor ? Londres, 1918, une ville sombre et malade, remplie de ruelles humides, de lanternes vacillantes et d'âmes égarées, qui sont autant de proies potentielles. L'ambiance gothique et l'oppression d'une ville ravagée par la pandémie renforcent le côté cauchemardesque de chaque pas que tu fais. Vampire te fait ressentir cette atmosphère d'urgence et de solitude absolue d'un monde qui s'effondre, et toi, en prédateur qui rôde parmi les survivants. Alors, tu penses que tu es prêt pour un RPG comme celui-là ? Un jeu où on doit accepter de se transformer en un monstre pour évoluer, où chaque mort est une montée en puissance, mais aussi une perte d'humanité. Vampire ne te laissera pas indemne. Si tu cherches un jeu qui va te faire remettre en question ta moralité, alors plonge dans les ténèbres de Vampire. Mais attention, le sang appelle toujours plus de sang. Axie Infinity, c'est pas juste un jeu, c'est un concept. Un mélange improbable entre Pokémon, un casino en ligne et un simulateur de portefeuille crypto. Bienvenue dans l'univers où chaque petit monstre mignon que tu fais éclore t'ajoute un crédit de plus sur ta carte. Parce qu'ici, les créatures, ça s'achète en Ethereum, une crypto-monnaie qui fluctue plus vite que ta patience. L'idée, t'investis, tu fais des combats et tu gagnes des récompenses en crypto. Du moins, si les valeurs ne s'effondrent pas entre-temps. Et la promesse, elle est belle. Joue, investis et gagne ta liberté financière. Sauf qu'après avoir claqué un demi-loyer pour une équipe de monstres, tu te retrouves à élever des Axies comme un esclave moderne du NFT, en espérant que le marché fasse pas faillite avant ton premier retour sur investissement. Ah, l'économie du futur. Où pour devenir riche, il faut d'abord être pauvre. Parce qu'Axie Infinity, c'est aussi ça. Un jeu où tu joues autant avec des chiffres qu'avec des créatures. Un peu comme si ta passion pour Pokémon t'avait finalement amené à spéculer sur les marchés financiers. T'as toujours rêvé de devenir trader et d'élever des bébés dragons ? Parfait, ici t'auras tout, sauf la garantie de pas tout perdre. Axie Infinity, c'est le jeu qui te promet en tout cas de devenir riche en crypto-monnaie, après il te le permet pas, ou de te ruiner. Ici, pas de petites créatures gratuites à attraper, rien de ça. Chaque Axie, c'est un investissement en Ethereum et chaque combat un coup de poker contre les fluctuations du marché. Dans cette vidéo, on décortique le concept, un mélange de stratégie et de spéculation avec des monstres qui coûtent un bras et des récompenses en crypto aussi instables qu'un marché de NFT. Si t'as toujours voulu être à la fois dresseur et trader, c'est le moment. Bienvenue dans Dragon's Dogma Dark Arisen, le RPG culte qui combine tout ce qu'on aime dans Skyrim, Dark Souls et Monster Hunter.
mais avec une touche unique et viscérale qui va vous accrocher dès les premiers instants. Imagine, un monde immense, des créatures légendaires, des combats intenses. Mais ça, c'est que le début. Dans Dragon's Dogma, tu es libre de jouer comme bon te semble. Tu veux escalader un griffon en plein vol pour le dégommer? Tu peux le faire. Affronter un dragon en duel où chaque coup peut te faire vaciller? Prépare-toi à l'accrocher. Ce jeu est bien plus qu'un simple RPG. Chaque monstre est un véritable défi et chaque quête te plonge dans un univers riche et intense. Et c'est pas tout. Les compagnons que tu recrutes, appelés pions, ce ne sont pas des simples bots. Ils apprennent en fonction de ton style de jeu, anticipent les attaques ennemies, partagent les astuces, ils évoluent avec toi. Imagine un équipier qui s'adapte à tes erreurs, te couvre, te donne des vrais conseils pour survivre. Ça change tout, non? Graphiquement, Dragon's Dogma Dark Arisen te plonge dans des paysages grandioses et des donjons sombres et terrifiants où chaque ombre peut être une menace. Et, en parlant de menaces, les boss du jeu sont d'une intensité rare, stratégique, puissant et surtout impressionnant. Ce n'est pas le genre de jeu où tu fonces tête baissée. Chaque mouvement compte, chaque décision peut tout changer. Tu crois avoir fait le tour des RPG? Attends de découvrir Dragon's Dogma Dark Arisen. Ce n'est pas un simple jeu, c'est une expérience inoubliable. Alors, prêt à te lancer dans cette aventure qui va te retourner le cerveau? Dragon's Dogma ne se contente pas de te faire combattre. Il te pousse à réfléchir, à adapter des stratégies, et même à entraîner des compagnons qui deviennent de véritables alliés au fil de l'aventure. C'est pas juste un jeu d'action, c'est une expérience à couper le souffle. Tu crois avoir tout vu dans les RPG? Rejoins-moi et découvre pourquoi Dark Arisen est le secret le mieux gardé du genre. Abonne-toi pour des astuces, des secrets et des aventures. On adore épiques. Ori and the Blind Forest. On admire sa beauté, on est hypnotisé par ses paysages vibrants et son atmosphère qui nous transporte. Mais est-ce que vous avez déjà vraiment prêté attention à ce que le jeu essaye de vous dire? Parce que derrière ce décor enchanteur, Ori nous présente une vision cruelle, impitoyable et profondément humaine de la vie. Ce jeu est une plongée dans la noirceur qui nous hante tous sans qu'on le réalise. Derrière chaque pixel magnifique se cache une brutalité dérangeante. La séparation, la perte, l'injustice de l'existence. Ori n'est pas un simple voyage fantastique. C'est un jeu qui prend notre innocence et la jette en pleine nature sauvage, où seuls ceux qui luttent sans relâche survivent. Oui, Ori est un héros adorable. Mais il est aussi le symbole de la douleur de l'abandon, de la lutte sans fin pour la survie. Ce petit être lumineux qu'on accompagne n'est pas un simple personnage mignon. Il incarne une rage, une peine, un désir de rédemption qui frappe en plein cœur. Et cette forêt, ce n'est pas un conte de fées, c'est une jungle cruelle, un univers où la beauté est indissociable de la souffrance. On pourrait croire que Ori and the Blind Forest est là pour nous apaiser, pour nous rappeler la beauté du monde. Mais non, c'est bien plus. Ce jeu nous force à affronter des vérités sombres, à regarder en face ce que l'on préfère éviter. Le sacrifice, la mort, les luttes silencieuses. Ori, c'est la force de ceux qui, malgré tout, continuent à avancer. C'est notre propre bataille contre un monstre, contre un monde qui ne nous fait pas de cadeaux, qui ne nous pardonne pas. Alors, Ori and the Blind Forest, un jeu mignon? Non, c'est une leçon douloureuse, magnifique, mais qui, une fois comprise, vous hantera bien au-delà de l'écran. Salut à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur Warhammer 40 000 Space Marine 2. Donc si t'es là pour taper une barre ou pour voir si c'est un jeu de merde, n'hésite pas à t'abonner. Non, je plaisante. Je reprendrai jamais l'introduction de notre célèbre Sheshounet, enfin je la reprends là, mais je la reprendrai jamais de façon récurrente. Force à lui, franchement c'est très très fort. Si vous connaissez pas Sheshounet, n'hésitez pas à aller voir tous ces tests. J'ai fait ça, c'est vraiment juste une expérience sociale. Je tombais sur une vidéo de MrBeast qui au début il avait du mal à progresser et en mettant le nom de PewDiePie dans ses vidéos, en fait ça l'a fait un peu décoller. Donc je me suis dit on va s'amuser, donc c'est formidable que vous soyez sur cette vidéo. Alors, Warhammer 40 000 Space Marine 2. Bah c'est pas juste un jeu. C'est un coup de marteau énergétique dans la mâchoire. Les mecs de chez Relic Entertainment et Focus Entertainment se sont dit bon, c'est bien mignon de peindre des bonhommes en plastique, mais si on les envoyait broyer du Tyrannide en 4K 60 FPS avec un bolter qui fait autant de bruit qu'un avion de chasse. Et là, pouf, Titus débarque, le Space Marine qui ne rigole pas. Le mec est tellement stoïque qu'on dirait qu'il a été moulé dans du béton. Côté gameplay, ça suinte la brutalité. Chaque coup de tronçonneuse, chaque tir de bolter, c'est un poème sanglant qui te rappelle pourquoi l'Imperium est le patron. T'es là à dégommer des hordes de Xenos avec une telle précision que même les snipers de Call of rougiraient de honte. Et les tyrannides, parlons-en. C'est bestiole. Un mélange entre alien et un buffet à volonté qui te saute à la gorge. Ils arrivent par vagues. Et toi, t'es en plein milieu. Façon, tiens, goûte ça. Résultat, t'as un balai de viscères qui t'éclate à l'écran. Et c'est beau comme une fresque baroque. Sauf que là, c'est de la tripaille au lieu de chérubin. L'ambiance, elle est aussi lourde que le codex Astarte.
Entre les décors industriels dystopiques et les champs de bataille qui ressemblent à un cauchemar après une soirée trop arrosée. Le jeu te plonge dans un univers tellement immersif que t'as l'impression de pouvoir goûter l'huile de moteur dans l'air. Bref, Space Marine 2, c'est pas pour les amateurs de fleurs et de chansons d'amour. C'est du brut, du lourd, un défouloir galactique où tu incarnes littéralement un tank humain. Alors, t'attends quoi pour mettre ton armure énergétique et partir exploser du Xenos? Plonge dans le chaos galactique avec Warhammer 40 000. Space Marine 2. Dans cette vidéo, je vous ai fait découvrir pourquoi ce jeu est un véritable chef-d'œuvre du bourrinage stratégique. Entre batailles épiques contre les tyrannides, le gameplay brutal et immersif, et un univers aussi sombre qu'épique. Space Marine 2 est le jeu que tout fan de l'Imperium doit absolument essayer. Préparez-vous à enfiler votre armure énergétique et à défendre l'honneur de l'Empereur dans cette expérience inoubliable. J'espère que le test vous aura plu, c'est plus une preview vraiment pour voir un peu à quoi le jeu ressemble. Là je le débute, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pouce bleu et éventuellement je ferai vraiment mon avis un peu plus en profondeur. N'hésite pas à t'abonner. Bienvenue dans Aquatic Tycoon, le jeu qui vous met à la tête d'un empire maritime, enfin un empire, plutôt une mare au canard remplie de sardines dépressives. Ici, pas question de galoper en armure ou trucider des gobelins, non, votre mission est un peu plus noble, gérer des aquariums, maximiser vos profits et accessoirement évitez que vos poissons ne flottent le ventre à l'air. Dès que vous lancez le jeu, on sent que c'est une production qui a pas mis les moyens dans les graphismes. Les textures des poissons sont un savant mélange entre un PowerPoint de 2002 et un aquarium de Leclerc local. Mais ne vous y trompez pas, Aquatic Tycoon compense largement avec une ambiance sonore immersive, le bruit des bulles d'eau et les cris stridents des mouettes vous accompagnent comme une thérapie, si la thérapie consistait à vous rendre fou. Le gameplay ? Une gestion, ou le chaos organisé. Le gameplay, c'est là où le jeu brille, vraiment. Enfin, façon lanterne de pêche abyssale, vous devez tout gérer. Concevoir les aquariums, des bassins qui fuient, pas grave, ça attire des clients écolos. Choisir les espèces, on vous vend des poissons exotiques, mais ce que vous obtenez, c'est un mélange douteux entre un poisson clown et un requin miniature qui déteste un peu tout le monde. Il faut satisfaire aussi les visiteurs. Ces derniers veulent du grandiose, et ils ne sont pas prêts à payer plus de 5 €, un peu radin en plus. Chaque jour, vous jonglez entre l'achat de nourriture spécifique, la maintenance des équipements et bien sûr, des pannes régulières du système de filtration qui transforme votre bel aquarium en soupe de poisson. Un pur bonheur ce jeu. Les défis sont vraiment inattendus. Petit spoiler, l'eau, et c'est pas gratuit. Vous serez régulièrement confronté à des choix cornéliens, vraiment. Du type, remplir les bassins ou payer l'électricité, nourrir les poissons ou acheter une enseigne lumineuse pour attirer plus de visiteurs. Ce n'est pas la pointe de l'iceberg. À mi-parcours, un concurrent malveillant lâche une invasion d'algues toxiques dans vos bassins. Une expérience qui vous apprend une vérité importante. Le monde aquatique est impitoyable. Impitoyable. Verdict. Alors, le verdict. Aquatic Tycoon, c'est un jeu de gestion au charme désuet, rempli de bugs, mais attachant. Il saura quand même ravir tous ceux qui aiment l'humour involontaire, les situations absurdes et les crises de nerfs sur un fond de musique zen. À jouer pour une soirée entre amis où tout le monde rigole en voyant des poissons mourir parce que vous avez oublié de réparer la pompe à oxygène. 14 sur 20, sûrement. Parce que parfois, une cape souriante vaut mieux qu'un dragon pixelisé. Et encore, si vous êtes vraiment fan, je pense, de pas mal de jeux de type Zotycoon, vous pourrez vraiment y trouver votre compte et peut-être mettre pas mal d'heures de jeu dedans. Hein. Franchement, c'est vraiment le genre de jeu où je me suis retrouvé à passer 20 à 30 heures très agréables et très rapides. Donc, ça vous plaira peut-être, j'espère en tout cas que le test vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à regarder tous les autres Resident Evil 4, ce moment où Capcom a décidé de prendre un survival horror et d'y greffer une dose de film d'action hollywoodien et de nous balancer tout ça en pleine tête avec une tronçonneuse. Ce jeu, c'est comme si quelqu'un avait demandé si on prenait un village rural espagnol, qu'on y met des zombies, mais pas des zombies normaux, des zombies intelligents, armés, prêts à hurler dès qu'ils nous repèrent. Dès les premières minutes, ça nous prend aux tripes. Léon Kennedy, toujours aussi parfait, incroyable, débarque dans une ambiance qui te fait comprendre que les vacances en Espagne c'est fini, pas de paella, pas de sieste, que des villageois démoniaques et une vieille qui jette des haches. Léon passe de rookie de Raccoon City à une espèce de John Wick sous stéroïdes qui met des kicks retournés et des headshots au ralenti. T'as à peine le temps de respirer avant de te retrouver face à un mec avec un sac de patates sur la tête et une tronçonneuse bien affûtée. C'est vraiment un festival. Chaque zone, un parc d'attractions à la sauce gore. Un village, un mec géant qui veut te piétiner, tu te crois à l'aise dans un château, des moines flippants en robe qui te bombardent avec des catapultes. Et quand tu penses avoir tout vu, le jeu t'emmène sur une île militaire avec des ennemis qui font passer des zombies pour des chatons. Mais ce qui rend le jeu magique, c'est son équilibre, aussi bourrin que stressant. Tu économises tes munitions comme un radin et des pièces de 2 € et chaque tir compte.
Ashley, la princesse Peach des jeux d'horreur. Sauver Ashley, c'est comme essayer de transporter un vase Ming dans une tornade. On s'attache, mais parce que soyons honnêtes, elle a rien demandé. Et que dire du marchand, ce mystérieux gars qui pop partout, qui te vend des armes comme si c'était des bonbons, et te balance son légendaire « What are you doing ?» Sans lui, le jeu serait incomplet, mon accent était horrible. Graphiquement, pour son époque, c'était une claque. Texture, ambiance, design... Tout est pensé pour te garder sur le fil du rasoir. Et aujourd'hui, avec le remake, la boucle est bouclée, Capcom a réussi à rendre ce classique encore plus impressionnant. En résumé, R4, c'est le jeu qui redéfinit le survival horror, l'action, nos attentes envers le jeu vidéo. Une montagne russe qui ne s'arrête jamais, où chaque virage te met face à une nouvelle horreur. Une véritable légende qui mérite chaque once de son statut culte. Doom Eternal, c'est l'ultime FPS, une cour contre la mort qui ne laisse aucun répit. Imagine, la Terre est envahie, les démons sont partout, et toi, tu es le seul rempart entre l'humanité et la destruction totale, mais attention, ce n'est pas un simple jeu de tir. Doom Eternal transforme chaque seconde de gameplay en une danse infernale, un combat brutal où l'hésitation est synonyme de mort. Ici, pas de stratégie, on parle de carnage pur. Chaque ennemi est un casse-tête à lui seul. Dans Doom Eternal, tu ne peux pas simplement tirer au hasard. Les démons ont leurs forces et leurs faiblesses. Et ta survie dépend de ta capacité à les analyser en un clin d'œil. Tu as un arsenal varié et massif à ta disposition. Le super shotgun, la tronçonneuse qui rend des munitions, le lance-roquette et même des armes comme le lance-flamme, le grappin, qui te propulsent au cœur de l'action. On joue pas, on massacre. La mécanique de jeu, intense et sans pitié. Tu ne peux pas te cacher, tu ne peux pas fuir. Tu dois avancer, foncer, éliminer tout ce qui bouge ou tu mourras. Ce n'est pas un jeu pour les âmes sensibles. Ici, le skill est essentiel. Chaque mouvement, chaque tir doit être calculé pour te garder en vie. Et ce n'est pas tout, car avec la mécanique de Glory Kill, chaque exécution te redonne santé, munitions et armure. Le rythme est tellement frénétique que tu n'as pas le temps de respirer. Chaque moment passé dans Doom Eternal te pousse à devenir le Slayer ultime. Alors l'armure, c'est aussi grâce au lance-flamme, mais... Et puis, il y a l'ambiance. Imagine un univers où chaque recoin est envahi par le chaos, la destruction, les paysages infernaux, les démons hurlants, des basses vibrantes qui rythment le carnage. C'est pas un jeu de tir, c'est un massacre orchestré. Avec Doom Eternal, ID Software nous a offert une symphonie de destruction pure, un hommage à la rage et à la puissance brute. Alors tu crois avoir fait le tour des FPS? Ce jeu va tout remettre en question, prêt à descendre en enfer et à ressortir victorieux. Abonne-toi pour des guides, des astuces, des moments épiques dans le monde de Doom Eternal. Viens découvrir pourquoi ce jeu n'est pas juste un simple FPS, c'est une révolution, un coup de massue dans l'univers du gaming. Hades n'est pas juste un jeu, c'est une expérience qui redéfinit les roguelikes. Et soyons clairs, il enterre la concurrence. Combien de jeux peuvent se vanter d'avoir un gameplay aussi nerveux, un univers aussi immersif et des personnages aussi charismatiques? Les autres roguelikes, désolé, mais ils paraissent bien fades en comparaison. Dans Hades, chaque tentative de sortir des enfers est un combat de style et de précision. Chaque combat te pousse à repousser tes limites, à apprendre à t'adapter, et chaque mort te rapproche un peu plus du sommet. C'est addictif, c'est cruel, et c'est d'une intensité rare. Peu de jeux t'offrent cette sensation de montée en puissance où tu deviens littéralement un dieu de la guerre au fil de chaque tentative. Et ce n'est pas que le gameplay, c'est une histoire, une vraie, avec des personnages qui évoluent, qui ont des vraies émotions, des vraies relations. Le prince, Zagreus, fils d'Hadès, n'est pas juste un avatar de joueur. C'est un personnage avec des motivations, des faiblesses et une détermination sans faille. Les dieux de l'Olympe eux-mêmes s'impliquent dans ton épopée et te donnent des pouvoirs uniques pour réussir ta mission. C'est du jamais vu pour un roguelike. L'esthétique de Hades, juste incroyable. La direction artistique est une œuvre d'art à elle seule. Chaque détail des enfers est sublimé par des graphismes et un style visuel qui te plonge dans la mythologie grecque avec un twist moderne. Les animations, les effets de lumière, la musique, c'est une symphonie d'horreur et de beauté. Difficile de retourner à un autre jeu après ça. On sait, ça fait débat, mais sérieusement, combien de roguelikes peuvent rivaliser avec Hades? C'est le jeu qui a mis la barre si haut qu'on pourrait bien dire que les autres n'ont même pas tenté d'y arriver. Si vous n'avez pas encore essayé, vous passez peut-être à côté de quelque chose qui pourrait être le meilleur roguelike de tous les temps. Osez? Peut-être. Mais on vous garantit une chose. Hades est l'enfer dont vous ne voudrez plus jamais sortir. Hollow Knight ne ressemble à aucun autre jeu. Ce n'est pas seulement un Metroidvania, ce n'est pas seulement un jeu d'aventure. C'est un chef-d'œuvre qui se grave dans votre mémoire pour ne jamais en partir. Dès que vous descendez dans le monde de Hallownest, vous ressentez ce mélange d'émerveillement et d'angoisse. Ce royaume souterrain, autrefois prospère, est maintenant envahi par des créatures étranges et des ruines qui semblent abriter bien plus que ce qu'elles ne montrent. L'une des forces d'Hollow Knight, c'est son atmosphère.
avec ses graphismes faits à la main et sa bande-son envoûtante. Le jeu vous plonge dans une aventure à la fois belle et inquiétante. Chaque région du jeu plus mystérieuse et fascinante que la précédente, et chaque rencontre, qu'il s'agisse d'un allié ou d'un ennemi, contribue à enrichir l'histoire de Hollow Nest. Une histoire que vous devrez déchiffrer morceau par morceau, indice après indice, et ne parlons même pas de la difficulté. Ce jeu ne vous prend pas par la main. Il vous lâche dans un monde où chaque boss, chaque combat, chaque piège peut être votre dernier. La satisfaction de vaincre un boss après des dizaines d'essais, la joie de découvrir un passage secret après des heures d'exploration, ce sont des moments rares, mais qui rendent votre voyage inoubliable. Car ici, chaque victoire est méritée. Hollow Knight ne vous offre rien, il vous fait tout conquérir. Pourtant, ce qui rend vraiment Hollow Knight spécial, c'est cette solitude. Vous êtes seul dans ce royaume mort, entouré de vestiges d'une civilisation oubliée et de créatures désespérées. C'est un monde hanté, et vous vous demanderez toujours si votre quête vous mènera à la lumière ou si vous finirez par vous perdre à jamais dans les ténèbres. En bref, Hollow Knight n'est pas qu'un jeu, c'est une expérience, un voyage qui teste votre courage, votre patience et surtout votre âme de joueur. Baldur's Gate 3, un RPG monumental qui redéfinit totalement le genre. Quand on pense aux jeux de rôle épiques, on pense souvent à des classiques comme The Witcher ou Skyrim. Mais là, Baldur's Gate 3 va plus loin, beaucoup plus loin. Ce jeu offre une immersion totale. Chaque décision que tu prends impacte ton aventure. Chaque choix transforme l'univers qui t'entoure. C'est ton histoire, unique, sans chemin tout tracé, et où chaque option a des conséquences. Imagine un RPG où l'interaction avec l'environnement est totale. Tu peux tout faire, et chaque situation offre des solutions infinies. Les combats en tour par tour sont une danse stratégique et un vrai test de créativité. Utiliser le terrain, lancer des sorts spectaculaires, déployer des tactiques de groupe, tout est permis et tout est payant. Mais attention, le danger est partout, et chaque décision pourrait être la dernière. Et les personnages, parlons-en, Baldur's Gate 3 nous plonge dans un univers rempli de protagonistes mémorables, chacun avec sa propre histoire, ses propres conflits et ses propres objectifs. Ce n'est pas juste une question de les recruter, tu vas t'attacher, rire, pleurer, et parfois les trahir. Les romances, les amitiés, les alliances, tout est pensé pour te captiver et te faire ressentir chaque émotion. Ce n'est pas pour rien que Baldur's Gate 3 est salué comme le RPG ultime de notre génération. Si vous pensiez connaître le jeu de rôle, préparez-vous à être secoué, à être emporté dans une aventure qui surpasse toutes les attentes. Un monde ouvert, des intrigues profondes et un système de jeu aussi libre que stratégique. Baldur's Gate 3 est un RPG qui enterre complètement la concurrence. Oser? Peut-être, mais à voir l'impact du jeu, difficile de dire le contraire. Cyberpunk 2077, c'est plus qu'un jeu, c'est une vision, un miroir de ce qui pourrait bien être notre futur. On nous a promis une aventure révolutionnaire, un monde ouvert où chaque recoin déborde de détails et de promesses. Mais dès la sortie, la réalité a frappé. Bugs, attentes fracassées, déception. Pourtant, au cœur de cet univers se cache un message très important. Dans ce monde de néons et de ruines, chaque personnage est un éclat brisé d'une société malade. Cyberware, implant, modification. Dans Cyberpunk, la frontière entre l'humain et la machine n'a jamais été aussi fine, aussi inquiétante. Nos choix nous mènent souvent aux pires conséquences, et cette dystopie nous rappelle à quel point notre obsession pour la technologie pourrait nous détruire. Alors, Cyberpunk 2077, chef-d'œuvre ou reflet amer d'un futur que nous créons nous-mêmes. Ce n'est plus simplement un jeu, c'est une leçon, une dystopie où la société s'effondre sous le poids de son propre progrès. Peut-on vraiment rester indifférent face à ce que le jeu nous montre ? Dans Cyberpunk 2077, un monde où le futur est sombre, impitoyable, et où chaque décision peut faire basculer l'équilibre entre le chaos et la survie. Ce jeu a suscité des débats passionnés, promesses non tenues, bugs légendaires, mais aussi une immersion unique et une vision d'un avenir qui fait froid dans le dos. Mais qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Est-ce vraiment un chef-d'œuvre incompli ou le reflet d'une société en déclin ? Préparez-vous à découvrir la face cachée de Cyberpunk, une plongée dans un univers où l'humanité perd pied face à la technologie. Donc Cyberpunk 77, très très cool, vraiment, si vous ne l'avez pas fait, je ne peux que vous le conseiller. Ça manque peut-être un tout petit peu de difficulté, d'une arène, ça c'est vrai que j'aime bien les arènes dans les jeux, donc ça manque un petit peu d'une arène et de difficulté, mais sinon ça reste un excellent jeu qui est sans doute dans le top des jeux actuels. Je mettrais aussi Baldur's Gate 3, même si c'est deux jeux dans des univers
complètement différent. Si le test il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, petit pouce bleu, il y a pas mal de tests, j'ai dû en faire une dizaine là sur la chaîne dans le même style, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Si vous voulez mettre le prochain jeu en commentaire, c'est avec grand plaisir, et on se revoit très vite. Project Zomboid, c'est pas un simple jeu de zombies, c'est une expérience immersive qui nous plonge dans un monde où chaque détail devient un combat, chaque mouvement une épreuve de volonté. Vous pensez connaître les jeux de survie? Dans Project Zomboid, la vraie bataille ne se joue pas seulement contre les morts vivants, mais contre la faim, la soif, la solitude, et surtout contre vous-même. Dans ce jeu, il n'y a pas de héros, pas de seconde chance. Vous commencez avec peu de ressources, entouré de dangers invisibles, et chaque action peut précipiter votre chute, une porte qui grince, une simple coupure non soignée, ou même un soupçon de désespoir peuvent signer la fin de votre aventure. C'est une immersion brutale, dans un monde où les règles de la société ont disparu, et il n'y a plus que vous, contre la nature et vos propres faiblesses. Pour les joueurs qui cherchent un défi extrême, Project Zomboid ne déçoit pas. Chaque mort est une leçon, chaque partie est différente. Mais la question reste, combien de temps tiendrez-vous avant que le monde de Project Zomboid ne vous brise? Car dans Project Zomboid, il s'agit pas seulement de survivre aux zombies, il s'agit de survivre à tout. Faim, soif, blessure, solitude, et surtout la pression psychologique d'un monde sans espoir. Ce jeu ne pardonne aucune erreur, chaque choix compte, chaque seconde est un compte à rebours vers la fin. Mais Project Zomboid, c'est plus qu'un survival, c'est un véritable cauchemar de stratégie et de gestion de soi. Et dans ce monde impitoyable, la question n'est plus comment survivre, mais combien de temps allez-vous tenir. J'espère que la vidéo vous aura plu, je l'ai faite parce que je viens de voir la vidéo de Combo, Combo qui m'a quasiment lancé sur YouTube parce que j'ai fait 300 vidéos sur Fear & Hunger après avoir vu sa vidéo, donc n'hésitez pas à aller regarder, il a fait une vidéo très très cool dessus Combo, n'hésitez pas à aller regarder tout ce que j'ai fait sur Fear & Hunger, tout ce qu'il a pu faire sur Fear & Hunger, il y a Carré Musique si vous voulez du son, c'est pas trop mal pour la pub pour aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner, pouce bleu, et on se revoit très bientôt. Subnautica. Ce jeu où tu crois que tu vas passer des vacances pépouses sur une planète aquatique, comme un remake de Koh-Lanta sous l'eau. Mais en vrai, t'es là pour prouver que tu peux survivre 30 secondes sans te faire manger par un poisson mutant qui fait la taille d'un Airbus. Bienvenue dans le simulateur de thalassophobie extrême. Ici, tes seuls potes, c'est une voie robotique et des bestioles prêts à te croquer la cheville. Sérieusement, je comprends mieux pourquoi, dans le monde de Nemo, il cherchait à fuir l'océan. Là-dedans, si tu veux voir la lumière du jour, c'est compliqué. T'as 80% de chance de finir en bouillie pour Alien Carnivore. Bon, le jeu donne un beau décor sous-marin, avec des algues qui ondulent et tout le bazar pour te faire croire que t'es dans un National Geographic. Mais en fait, c'est comme s'ils avaient dit aux développeurs, ok, on fait un beau jeu de survie. Mais si tu survis, c'est que t'as pas joué assez longtemps. Subnautica commence de manière super subtile. T'es dans une capsule, ça explose de partout. Et là, tu réalises que ton plus gros exploit pour l'instant, c'est de ne pas avoir fini en barbecue orbital. Et ton premier tuto, va nager, récupère des trucs et débrouille-toi. C'est sympa l'accueil, Surtout qu'au bout de 10 minutes, t'as 3 niveaux de faim, de soif et d'oxygène qui commencent déjà à clignoter. C'est comme un Tamagotchi sous stéroïdes. Sauf que cette fois-ci, c'est ta vie à toi qui est en jeu. Oh, j'ai soif, j'ai faim, j'ai plus d'air. Ça pourrait être le slogan du jeu presque. En plus, tu te retrouves à boire l'eau des poissons. Oui, les poissons, c'est une faune locale qui prend tes réserves d'oxygène, ton espace de stockage et ton intégrité mentale. Pour survivre, faut que t'attrapes ces adorables créatures colorées pour boire leur eau. Exactement. Et là, parlons un peu de l'ambiance, ou du cauchemar en sous-marin géant. T'as déjà vu les jeux où tu peux creuser sous terre pour éviter le danger? Bah là, s'enfoncer sous terre, c'est justement un problème, parce que tu vas finir dans une grotte pleine de monstres géants. C'est comme si les développeurs avaient mis dans un shaker tous les trucs flippants possibles et qu'ils avaient secoué ça bien fort en disant « on leur met ça et on va voir ce qui se passe ». Subnautica, c'est un jeu où tu te balades tranquille et bam, un Léviathan passe comme ça à côté de toi. Un Léviathan, c'est quoi? Ah bah c'est juste un truc qui fait 3 fois la taille de ta capsule de survie avec des dents assez grandes pour remplacer la tour Eiffel. Et bien sûr, ces bestioles sont partout où tu as des ressources importantes à choper. Des loots à prendre, un Léviathan. Une caverne, un Léviathan. 3 mètres sans mourir, un Léviathan. Bref, Subnautica c'est un peu le jeu parfait pour ceux qui trouvent que les films d'horreur sont trop calmes, et qui adorent l'idée de mourir étouffé par un poisson radioactif de 12 mètres. Si vous aimez le concept de boire votre propre urine pour survivre, ce jeu est fait pour vous. Subnautica résume bien ce qu'est la vraie survie. Et je te parle pas de la survie contre des zombies ou des créatures magiques. Non. Là, tu te bats contre toi-même, contre ton instinct qui te crie de remonter à la surface. Parce que l'eau, c'est peut-être la source de la vie. Mais là-bas, c'est surtout la source de ta mort. Et si vous hésitez encore, dites-vous que ce jeu offre la chance de développer une nouvelle phobie.
la peur des océans et des gros trucs qui y nagent. Alors n'hésitez pas, plongez, vous verrez bien si vous remontez ou pas. Très sérieusement, plus sérieusement, c'est un jeu qui est excellent. Pour moi, c'est du 17, 18, 19 sur 20. C'est excellent, la petite note qui rassure, hein. Mais c'est un jeu qui est vraiment terrible. Plongez-vous dedans. Le début est un peu compliqué, surtout si vous jouez avec la faim, la soif. Le début peut être un petit peu compliqué. Moi, j'avais pas l'habitude de ces jeux-là. Mais en s'y accrochant, on y prend beaucoup de plaisir. Il y a énormément de surprises. C'est aussi un jeu qui a une vraie fin. C'est pas juste du craft à l'infini. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu et qui est important. C'est pour ça que je vous le souligne là. C'est un jeu qui a un vrai début, un vrai milieu et une vraie fin. Pour un jeu de survie, de construction et de craft, je trouve que ça a pas été beaucoup vu. Donc si vous avez des jeux similaires, n'hésitez pas à m'en parler. J'aimerais bien les faire. Et pourquoi pas aussi faire une vidéo dessus. N'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu vous connaissez. C'était un des tests les plus longs, d'habitude les tests font 1 minute, là j'ai tenté un format un petit peu plus long que d'habitude, et n'hésitez pas à mettre bien sûr vos retours en commentaire. Force à tous, on se revoit très Bienvenue bientôt. dans Advance Wars 1+2 Reboot Camp, le remake sur Switch, le jeu où tu peux devenir un véritable stratège de guerre, en pixels. Imagine un monde où les commandants, au look improbable, te font croire qu'envoyer des tanks cartoonesques en plein désert, c'est de la stratégie militaire de haut niveau. T'as toujours rêvé de diriger une armée de petits soldats en mode chibi? Parfait. Ici, un plan bien pensé, c'est aligner tes tanks en forme de smiley avant de les envoyer à l'abattoir. Dans Advance Wars, la guerre c'est un jeu de plateau. Les ennemis sont ultra colorés et les commandants ne perdent jamais leur sang-froid, même quand leurs troupes se font atomiser par un hélicoptère. Chaque mission est un défi de tactique, mais avec une logique surprenante. Un tank léger peut tout à fait exploser un hélicoptère si t'as bien calculé tes cases. C'est ça la magie d'Advance Wars, un mélange entre jeu de guerre sérieux et cours de géométrie en primaire. Et ne crois pas que la diplomatie existe ici. Ton seul objectif c'est de tout raser, pour montrer qui est le patron. Avec des graphismes mignons, si tu veux apprendre le véritable art de la guerre, Advance Wars est là pour te donner un cours accéléré de stratégie à la sauce rétro. Mais attention, derrière ces tanks adorables se cache un jeu aussi impitoyable qu'un match de bataille navale sous stéroïdes. C'est vraiment, Advance Wars 1+2, ça débarque pour t'apprendre l'art de la stratégie militaire, avec toujours une façon mignonne et colorée. Avec ses tanks cartoonesques et ses commandants hauts en couleur, ce jeu est un mélange unique entre tactique de guerre et bac à sable rétro. Que tu sois un vétéran des cases ou un général en herbe, prépare-toi à un affrontement où chaque pixel compte et où les hélicoptères peuvent tomber face à des tanks. Logique. Dans cette vidéo, on plonge dans ce remake aussi cruel qu'adorable d'Advance Wars pour voir si cette guerre en douceur a encore ce qu'il te faut pour te transformer en stratège ou en spectateur de ta propre défaite. Ce jeu est vraiment très très cool. J'y ai passé moi une grande partie de ma jeunesse. J'ose pas encore me lancer sur le 1 et le 2 que j'ai déjà fait en fait. Donc là le remake a peu d'intérêt, mais je tenais vraiment à vous faire découvrir ça. Je pense que beaucoup de joueurs sont passés à côté et que ça ferait vraiment plaisir à ma communauté et que vous pourriez vraiment apprécier ce jeu. Il y a 2 épisodes sur DS, Dark quelque chose et Dual Strike qui sont très 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 bien. Les 2 épisodes DS sont vraiment géniaux. J'ai vraiment de très beaux souvenirs sur ces 2 épisodes DS pour des raisons très différentes. Si jamais la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu et on parlera peut-être des épisodes DS si jamais cette vidéo fait un peu plus de vues que toutes les autres. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, petit pouce bleu et on se revoit très vite. Shadow of the Colossus, le jeu où on te donne un cheval, une épée et une mission incroyablement vague. Tue des colosses, ça ira mieux après. Tu t'embarques dans un monde magnifique mais désolé, peuplé uniquement de géants silencieux et d'un dieu qui parle comme un DJ sous acide. Et toi, tu y crois. Parce que tout ce que tu veux, c'est sauver une fille qui ne t'a même pas demandé de faire tout ça. Sérieusement, elle a rien signé. Mais bon, l'amour, c'est comme ça. Tu passes des heures à galoper des plaines vides, juste pour trouver un colosse qui n'a rien demandé à personne. Ces créatures, c'est des œuvres d'art vivantes, des montagnes qui bougent. Mais toi, armé de ton couteau à beurre et de ta détermination, tu les escalades comme un fou. Et à chaque fois, tu les fais tomber. Tu te sens un peu coupable, parce que oui, au fond, ce jeu, c'est une gigantesque métaphore sur la destruction, la solitude, et probablement sur le fait de ne jamais ramasser un combat que tu ne comprends pas. Et la fin. Pas de spoiler. Mais disons que Shadow of the Colossus, c'est comme un cours de philosophie mélangé à un film d'auteur. Chaque colosse est une leçon, chaque victoire est une défaite. C'est un chef-d'œuvre qui te fait dire, mais pourquoi je fais tout ça? Tout ça t'empêchant de te lâcher, tout ça en t'empêchant de lâcher ta manette. C'est fort. Bref. Un classique intemporel, qui prouve que parfois, le plus grand ennemi, c'est toi-même. C'est un jeu qui te met face à des géants, et à ta propre conscience.
Dans ce chef-d'œuvre, intemporel, il est sorti sur PS2, PS3, PS4, peut-être même PS5, on explore la beauté de l'open world, la complexité de l'histoire, le sentiment étrange de vaincre des créatures qui n'ont rien demandé. Découvrez pourquoi ce jeu continue de captiver les joueurs, même des années après sa sortie. Entre combats épiques et moments de solitude, Shadow of the Colossus est bien plus qu'un jeu. C'est une vraie expérience. Dans l'univers des jeux vidéo, rares sont les personnages aussi iconiques et mystérieux que l'agent 47. Hitman n'est pas qu'un simple jeu d'action, et 47 n'est pas qu'un tueur. C'est une exploration de ce que la violence peut provoquer dans un esprit humain. Avec chaque contrat, chaque cible éliminée dans l'ombre, Hitman nous fait passer de la fascination au malaise. L'agent 47, avec son code barre et son absence d'émotion, est la créature parfaite pour un monde où l'identité n'a plus d'importance. Mais en tant que joueur, on se retrouve happé dans cette danse morbide, à jongler entre stratégie, précision et pure cruauté. Car oui, 47 est le maître de la mise en scène meurtrière. Pour nous, il est une figure fascinante, voire inspirante dans sa maîtrise. Mais en y repensant, ce qui nous attire dans ce personnage, c'est ce qui représente une sorte de miroir sombre de ce que notre société admire secrètement. Mais alors, qui est vraiment 47 ? Un génie ou un monstre ? C'est la question à laquelle le jeu ne répond jamais, et peut-être est-ce là son génie. Hitman, c'est bien plus qu'un jeu. C'est un test moral, une interrogation sur ce que nous acceptons et sur ce qui nous fascine dans la perception froide du meurtre. L'agent 47, ce tueur à gages froid et impitoyable, cache bien plus qu'une simple mission. Avec Hitman, on plonge dans l'esprit d'un homme sans identité, sans émotion, qui fait de la mort une œuvre d'art. Mais au fond, qui est vraiment 47 ? Un génie du crime ou un monstre façonné par une société malade ? Préparez-vous à redécouvrir Hitman d'un tout autre œil, avec une plongée qui va vous donner Dragon Quest 8, ou comme on l'appelait en 2006, le jeu avec des dessins chelous mais très stylés. Square Enix a pondu un JRPG qui sent bon la PS2, l'époque où on avait du temps libre, et des cartes mémoire pleines de sauvegardes douteuses. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ce jeu pour qu'il reste dans les mémoires ? Spoiler alerte, c'est pas la coupe de cheveux de Yangus. Le scénario, digne d'un épisode de Fort Boyard. L'histoire classique mais efficace, tu joues un héros muet, parce que parler, c'est vraiment surfait. Accompagné d'une bande de bras cassés, qui veulent casser la figure à un sorcier, transformé en Dark Vador du Moyen-Âge. Entre un roi transformé en crapaud, une princesse qui se balade en canasson et un méchant qui a plus de charisme que ta prof de maths, y a vraiment de quoi faire. Le gameplay, tour par tour, classique, mais avec des vibes. Le combat, c'est du tour par tour à l'ancienne. T'appuies sur des boutons, tu choisis tes attaques, et si t'as pas farmé comme un taré, tu dégustes. Les compétences se débloquent au fur et à mesure si t'as le malheur de pas investir dans la bonne stat. Bah, tu finis par faire des auto-attaques molles pendant tout le jeu. Et bien sûr, t'as le classique grind, avec des slims dorés qui te donnent plus d'XP qu'une dissertation bien torchée. Et parlons des monstres, vraiment parlons des monstres. Entre les golems qui te regardent de travers et les gluants qui se prennent pour des stars, franchement tu vas faire que de rigoler, même si tu vas rigoler entre deux game over. Les graphismes, ça pique un peu les yeux quand même, mais ça reste Akira Toriyama. À l'époque, ça claquait. À l'époque, vraiment, c'était magnifique. Aujourd'hui, c'est un peu comme revoir une vieille série en 4/3. Ça fait sourire, mais vraiment ça pique les yeux. Heureusement, le style manga de Toriyama sauve la mise et donne un vrai charme fou au jeu. Les environnements variés, l'exploration kiffante, chara-design toujours aussi stylé. Les musiques, allez regarder un gameplay, du classique orchestral qui envoie du pâté. Koichi Sugiyama a sorti le grand jeu. Musique épique, thème de village incroyable qui reste dans la tête, et combat où t'as envie de faire semblant de diriger un orchestre. Même le thème de la map te donne l'impression d'être dans un Seigneur des Anneaux à la japonaise. Conclusion, c'est un JRPG qui te veut vraiment du bien. D'ailleurs, un des Seigneurs des Anneaux sur la bataille pour la Terre du Milieu, ça risque d'être un des prochains tests, alors abonne-toi. Conclusion, un JRPG qui te veut vraiment du bien. Dragon Quest 8, c'est du bon, c'est long, c'est classique, c'est fun. Ça te rappelle qu'à l'époque, on savait faire des jeux sans microtransactions. Si t'as envie de replonger dans une aventure épique avec une pointe d'humour, des combats stratégiques et une OST qui envoie, le jeu est ressorti sur 3DS, donc ça peut te permettre d'y jouer n'importe où. Note finale ? Facile, 8 slims sur 10. Pas parfait, mais franchement, c'est du bonheur en part. Dragon Quest 8, l'Odyssée du Roi Maudit. La pépite du JRPG qui a marqué toute une génération. Son monde gigantesque, ses musiques épiques, son humour légendaire, ce jeu est un voyage à part entière. Mais qu'est-ce qui rend ce titre si spécial ? On plonge dans cet univers magique, combat tour par tour, exploration, mouvement what the fuck. Prépare-toi à découvrir ce Dragon Quest 8. On peut dire, c'est un chef-d'œuvre incontournable. Abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos en rétro gaming et lâche un like si tu es fan de JRPG. Donne ton avis en commentaire, quel est ton Dragon Quest préféré et quel est ton Final Fantasy préféré.
Force à toi et à très vite. Spyro the Dragon, le vrai roi des plateformes. Ah, Spyro le dragon violet, plus stylé de la PlayStation, la légende qui a marqué toute ma génération. Pendant que d'autres jeux prenaient pour un débile avec des tutoriels à rallonge, Spyro lui flashait dans un monde magique en mode débrouille-toi mon gars. Le scénario très simple, un gros tocard de sorcier nommé Gnastic Nork qui transforme tes dragons en statues de cristal. Pourquoi ? Parce qu'il a un ego fragile comme ton pote qui rage quit à Mario Kart. Du coup, Spyro, le plus petit dragon du crew, décide de tout péter et de libérer ses ennemis. Le gameplay c'est simple, la crème du platformer 3D. Tu cours, tu voles, tu cherches des ennemis avec une tête aussi solide qu'un bélier sous Spyro. Et surtout, tu crames tout sur ton passage, littéralement. Qui a besoin d'armes quand t'as un foutu dragon qui crache du feu ? Mais là où le jeu brille, c'est son level design. Chaque monde est un terrain de jeu géant que t'as toujours envie d'explorer, des joyaux planqués partout, une obsession. C'est pire qu'un jeu mobile, t'as envie de tout récupérer comme un maniaque. C'est vraiment la magie de Spyro. Entre la BO iconique de Stewart Copeland, oui le batteur de Police, des graphismes colorés qui pètent encore la rétine et un gameplay fluide. C'était vraiment plus qu'un jeu Spyro, c'était un classique. Alors si t'as jamais touché à cette pépite, corrige ça immédiatement, parce qu'il n'y a pas de microtransactions, pas de DLC foireux, juste un dragon badass, un monde enchanteur et du fun pur. Plus qu'un jeu de plateforme, c'est vraiment une masterclass d'exploration. On revient sur ce petit bijou de la PlayStation et on vous expliquer pourquoi ce petit dragon violet a marqué l'histoire des jeux vidéo. Gameplay, secret, musique. Ce jeu, tu l'as peut-être croisé en promo à 5 balles dans un coin de Steam, mais tu l'as sûrement laissé là. Parce que, on va être honnête, ça ressemble à GTA mais en moins bien, non ? Eh bah c'est une erreur fatale. Sleeping Dog, c'est pas juste un GTA-like. C'est un voyage à Hong Kong dans une plongée avec les triades et surtout un jeu où tu peux balancer des mecs dans des aquariums, comme si t'étais Jack Chan sous Red Bull. Le scénario ? Bienvenue à Hong Kong, frère. Tu joues Wayne Chen, un flic infiltré dans les triades, mais attention, t'es pas juste un gars avec une moustache qui dit police, non. Wayne Chen, c'est un gars déchiré entre la loyauté envers la justice et les liens qu'il tisse avec les mafieux. Imagine Tony Brasco, mais avec des courses-poursuites à moto et des bagarres sur les toits illuminés au néon. Et l'ambiance, Hong Kong est magnifique, vivant, bordélique et tellement stylé que tu te surprends à faire des selfies avec des PNJ au lieu de finir ta mission principale. Le gameplay, des baffes, du kung-fu. Alors là, accroche-toi, parce que Sleeping Dog, c'est un des rares jeux où les combats au corps à corps ont un vrai goût de dynamite. Wei Shen, c'est pas juste un dur à cuire. C'est une machine à démonter des tibias. Enchaînement, contre, coups spéciaux, chaque baston, c'est un balai de mandale. Tu veux faire plus badass, utilise l'environnement, des porte-voitures, des ventilateurs, des poissons rouges. Tout devient une arme. Et les bagnoles ? Parce qu'ici, il y en a un plein. Ici, on parle de bolide nerveux, cascade absurde, où tu passes d'un véhicule à l'autre comme si t'étais Tom Cruise. C'est tellement exagéré que ça en devient jouissif et ça claque. Ce qui claque, hein. Et ce qui craque pas qu'un peu. Ce qui claque ? L'histoire. Captivante, bien écrite, tu te surprends vraiment à t'attacher à Wei Shen. Les combats, très satisfaisants, à tel point que tu cherches des embrouilles pour éclater des mecs. L'ambiance, une lettre d'amour à Hong Kong, avec ses ruelles, ses marchés, ses néons qui crient « Viens t'éclater ici ». Ce qui craque, quelques bugs, ici et là. Parfois un PNJ décide de marcher sur l'eau comme Jésus. Mais bon, ça rajoute du charme. Le tir à feu, qui manque un peu de finesse, sérieusement, c'est Sleeping Dog, c'est pas Call of Duty. Conclusion, ça reste quand même un bijou, vraiment sous-coté. Sleeping Dog, c'est ce jeu que t'as toujours voulu sans le savoir. Bourrin, fun, bien écrit et surtout, ça te donne envie de déménager à Hong Kong pour t'acheter un bolide et une batte de baseball. Si t'es passé à côté, rattrape-toi. Parce que t'as raté un classique, mon pote. Note finale, 9 aquariums explosés sur 10. Plonge dans ces ruelles vibrantes. Hong Kong, avec Sleeping Dog, ce GTA-like qui met un high kick à la concurrence. Un test survitaminé, on explore les triades, on bastonne comme Bruce Lee, et on plonge des mafieux dans des aquariums pour le fun. Notre flic infiltré vous embarque dans une aventure à couper le souffle entre justice et chaos. Vous aimez l'action, les cascades, en voiture, les mandales à gogo ? Ne ratez pas ça. Abonne-toi pour découvrir encore plus de jeux qui méritent le coup d'œil. Hong Kong, en plus, ça m'a fait penser à un des tests que j'ai fait sur Ghost Wire, il me semble, Tokyo, avec pas mal de fantômes, et un jeu où on balance des coups de vent, des coups d'eau et des coups de feu. Je vous laisserai aller regarder le test qui est aussi disponible sur la chaîne de Ghostwire. Force à tous. Bienvenue dans Pokémon Colosseum, le jeu qui a décidé que capturer des Pokémon dans l'herbe, c'était pour les enfants. Ici, on change toutes les règles de la franchise. On vole des Pokémon et surtout, on a une moto. La liberté, c'est une moto et un manteau badass. Contrairement aux autres jeux Pokémon où tu sors de chez toi en pyjama pour te faire racketter, par un roucoule niveau 3, ici, t'es un ancien membre de la Team Snatch. Traduction, t'es un criminel. Enfin, un criminel repenti. Parce que bien sûr, Game Freak n'a fait pas les coronesses de te faire un anti-héros. Mais bon, on va pas chipoter. T'as une moto, t'as un manteau qui crie, j'ai fait un stage chez Sephiroth, et tu voles des Pokémon aux méchants avec un bras mécanique de hacker.
Très cool quand même tout ça, non? Les combats Pokémon mais avec un peu plus de charisme. Ici les combats en 1 contre 1, plan Pokémon Colosseum c'est que du duo. 2 Pokémon en même temps, comme dans les vrais tournois e-sport de l'époque qui n'ont jamais existé. Gameplay très dynamique, explosions, effets spéciaux, le Pokémon Shadow est en mode énervé, la musique frappe, les attaques ont un peu plus de punch que d'habitude, mention spéciale à ma cogneur qui t'envoie une droite intersidérale. Un scénario? Attends. Pokémon Colosseum a une histoire, c'est pas juste deviens le maître de la ligue et ferme-la, non. Ici t'affrontes une mafia chelou qui corrompt des Pokémon et les rend ultra vénères, mais bon, ça reste un jeu Pokémon, donc les dialogues sont écrits par des mecs sous Valium. Conclusion, est-ce que c'est vraiment le Pokémon le plus badass? Pokémon Colosseum, c'est l'expérience Pokémon la plus adulte qu'on ait eue à l'heure actuelle, si on n'exclut pas le World. Pas d'arène, pas de mignonnerie, juste toi, des combats et une BO qui fait transpirer la manette, même si le jeu a déjà quelques années. Alors, est-ce que ça te donne envie de mettre des lunettes de soleil en intérieur? Est-ce que c'est le meilleur Pokémon hiver? Dis-moi en commentaire si t'es d'accord, ou si t'es un dresseur de niveau 100 qui pleure sur la disparition du Pokédex national. Et si Pokémon avait continué sur cette voie? Pokémon Colosseum, c'est un ovni dans la saga, un héros badass, des combats plus intenses, un univers sombre qui aurait pu tout changer. Aujourd'hui, je suis revenu sur ce jeu culte qui a marqué une génération et qu'on aimerait bien revoir en 2025 si Game Freak se sortait les doigts. Dis-moi en commentaire si toi aussi t'as rêvé d'un Pokémon aussi stylé et abonne-toi pour plus de tests rétro vraiment Aujourd'hui, stylés. je te parle d'un jeu qui fait passer Mario et Party pour des inconnus qui se rencontrent sur Tinder. It Take Two, un jeu où tu ris, tu pleures et tu cries, mais pourquoi tu m'as fait tomber? Bordel, avec toute la puissance de l'amitié ou de la frustration. Une histoire comme thérapie. Tu incarnes Cody et Mai, un couple en pleine crise conjugale transformé par leur fille en poupée par un maléfice. Et là, bam, le docteur Hakim, un bouquin de développement personnel avec un accent latino qui ferait rougir Antonio Banderas, débarque pour te forcer à bosser sur ta relation en traversant des mondes aussi variés qu'un buffet chinois. Le gameplay, c'est l'art de ne jamais s'ennuyer. Le jeu, c'est un feu d'artifice de gameplay. Mécaniques différentes toutes les 5 minutes, piloter des avions, faire du lancer de clous, prendre la tête avec des pulls où faut absolument être synchro, même si ton coéquipier a deux mains gauches. Franchement, c'est génial. Ils prouvent qu'ils ont trouvé comment mixer fun et énervement avec brio. La direction artistique, elle fait rêver. C'est Pixar sous stéroïdes. Les niveaux te baladent dans une maison, vue à la taille d'une fourmi, dans des mondes fantastiques ou encore dans des zones où tu te demandes si les devs n'avaient pas fumé la moquette. Et la musique, mon gars, elle t'accompagne. Tout ça comme du beurre sur une tartine. La vraie star, c'est la coop. Ce jeu n'est pas fait pour les solitaires. It Take Two te force à bosser à deux, à communiquer, à avaler ta fierté quand tu fais une connerie. Et c'est ce qui rend l'expérience unique. C'est plus qu'un jeu, c'est une thérapie déguisée en platformer. La conclusion ? Simple, un chef-d'œuvre, à deux mains. Je vous le conseille de le faire avec votre copine, votre meilleure amie, votre petite sœur, vos parents, qui vous voulez. It Take Two, c'est un jeu rare, un bijou qui te fait vivre des montagnes russes d'émotions, un jeu qui prouve que la coopération c'est beau, même si parfois, c'est même souvent très énervant. Ce jeu va littéralement ruiner ta vie. Tu aimes souffrir ? T'as une passion cachée pour l'échec et la dépression médiévale? Alors bienvenue dans Darkest Donjon, le jeu qui va brouiller ton moral plus vite qu'une réunion du lundi matin. Alors déjà, c'est pas un RPG classique où tu farmes pépouze en écoutant un podcast sur la productivité. Non, ici, chaque pas dans un donjon est une décision de vie ou de mort. Pas pour toi, mais pour ces pauvres aventuriers, sous-payés, que tu envoies joyeusement dans des souterrains remplis d'horreurs cosmiques et de maladies vénériennes. Le concept est simple. Tu recrutes des héros avec des noms random. Bernard le Croisé ou Gadéon l'Occultiste. Tu les balances dans des donjons infestés de monstres, sauf que, comme dans une boîte en open space, ils vont vite péter les plombs, stress, maladie, crise de nerfs. Ce jeu gère mieux le burn-out que ton service RH. C'est pas du casual. Darkest Donjon, c'est un tour par tour où chaque choix compte. Tu peux pas juste cliquer au pif en mode ça passe crème, non. Tout est réfléchi. Chaque attaque, chaque soin, chaque putain de torche que t'achètes avant de partir en expédition, parce que si t'économises sur la lumière, tes héros vont commencer à avoir des trucs chelous et rentrer chez eux avec un syndrome post-traumatique digne d'un film de guerre. Et oui, la mort est permanente. T'as farmé pendant 10 heures pour monter un tank de ouf, bah s'il meurt d'une crise cardiaque parce qu'un squelette lui a fait une blague pas drôle, c'est la fin. Enfin, pas pour lui. Graphiquement, c'est une masterclass. Son style comique dark que tu vois à l'écran pue la crasse et le désespoir. Les animations sont très stylées. Et chaque coup porté à une brutalité qui fait plaisir. Ajoute à ça la narration magistrale avec un narrateur qui commande tes échecs avec une voix aussi douce qu'un enterrement sous la pluie, et t'as le cocktail parfait pour sombrer dans la folie. Pour qui est ce jeu, vraiment ? Si t'aimes les jeux exigeants, où chaque victoire est arrachée avec le sang de tes personnages et quelques larmes IRL, Darkest Donjon est pour toi.
Si t'as peur de perdre, si tu cherches un jeu de détente ou que tu veux juste te sentir puissant sans effort, fuis très loin, pauvre fou. Mais si t'es prêt à affronter la peur, la folie, l'injustice, alors vas-y, affronte les ténèbres. Mais souviens-toi, Darkest Dungeon, ce n'est pas le jeu qui est difficile, c'est la vie qui est difficile. Bienvenue dans cet univers impitoyable, un RPG stratégique où chaque choix compte, où les erreurs se paient cash, entre stress, folie, mort permanente. Ce jeu te laisse sans répit, aucun répit. Pourquoi est-il aussi addictif malgré sa difficulté brutale? C'est peut-être comme Fear and Hunger, on décortique tout ça dans ce test où on va souffrir ensemble. Pense à liker si tu veux voir plus de jeux. Parce que ça c'est très important, like si tu veux voir plus de jeux sur cette chaîne, et dis-moi en commentaire ton pire moment sur Darkest Kenshi, Dungeon. le jeu où même la misère est une feature. Ah Kenshi, ce jeu qui te balance dans un désert apocalyptique, sans tuto, sans pitié et sans respect pour ton temps libre. Un jeu où tu peux littéralement commencer en esclave et finir en roi, ou en tas de viande oubliée au fond d'un canyon. Bienvenue dans Kenshi, ce simulateur de darwinisme plus violent de l'histoire du gaming. Ici, aucune quête guidée, pas de PNJ bienveillant, juste une terre hostile où chaque erreur se paie cash et où la seule vraie loi c'est la castagne. L'expérience Kenshi c'est une pénible ascension vers la grandeur, ou pas. Tu commences avec un slip, un bâton. Littéralement. Tu marches 3 mètres et t'as une bande de cannibales aux trousses prêts à te faire cuire à feu doux. Pas de soucis, tu tentes de fuir, mais ton personnage a les stats physiques d'un gamin asthmatique. Tu trébuches, tu ramasses un coup de machette sur la tronche et boum. Bienvenue dans la mécanique des blessures permanentes, car oui, dans Kenshi tu peux perdre un bras, une jambe, voire ta dignité en moins de 5 minutes, mais c'est pas grave, car tu peux aussi les remplacer par des prothèses mécaniques et devenir une sorte de cyborg badass. Encore faut-il survivre assez longtemps pour te payer ça. C'est un monde sans pitié. Les vrais s'y retrouvent, les autres souffrent. Les factions, elles en ont rien à carrer de toi. Les samouraïs vont te racketter, les esclavagistes vont te capturer, les bandits vont te tabasser juste pour le fun. Tu veux un chez-toi? Prépare-toi à te battre pour chaque foutue planche de ta cabane. Tu veux recruter des compagnons? Soit t'as de la thune, ce qui est rare, soit t'es prêt à faire copain-copain avec des éclopés du désert. Et, si tu veux vraiment marquer l'histoire, tu peux bâtir ta propre cité, mais avec une armée privée, parce que crois-moi, le premier jour où tu poseras une pierre, une horde de pillards viendra voir si t'as du loot à leur offrir. Alors, c'est un chaos absolu, mais c'est une liberté qui est totale. Malgré toute cette souffrance, Kenshi, c'est un putain de chef-d'œuvre. Chaque partie est une histoire différente, chaque victoire est un triomphe mérité, et chaque défaite une anecdote douloureuse mais mémorable. Si t'aimes les jeux où le monde entier essaye activement de te tuer, et où tu dois te battre pour chaque foutu morceau de pain, alors Kenshi c'est pour toi. Sinon, tu peux retourner jouer à Animal Crossing, on t'en voudra pas. Et si tu veux que je fasse des vidéos sur le jeu, pouce bleu. Le jeu qui te manipule mieux qu'un coach en développement personnel. Ok, imagine t'arrives au taf un matin, tu t'assois et là y a plus personne, bureau vide, pas un collègue pour te voler ton café, pas un manager pour te demander où t'en es sur le projet, et tu savais même pas ce que tu devais faire. Juste toi, une voix chelou qui commence à te raconter sa vie. Bienvenue dans The Stanley Parable, un jeu ou The Stanley Parable, un jeu qui te retourne le cerveau plus vite qu'un débat sur internet, un jeu où le but c'est de comprendre que tu n'as aucun contrôle et bordel, c'est du putain de génie. Dans ce jeu tu joues Stanley, c'est un employé de bureau random, le genre de gars qui passe sa vie à appuyer sur des touches sans poser de questions, sauf que tout le monde disparaît et qu'une voix commence à te guider. Et là le twist, tu peux écouter cette voix, ou tu peux l'envoyer chier. Et toi, comme un sale gosse, tu vas direct à droite quand on te demande d'aller vers la porte de gauche, juste pour voir ce qui se passe. Et là, bam, le narrateur commence à improviser, à t'engueuler, à modifier l'histoire en temps réel. En gros, le jeu, c'est un labyrinthe de décisions, mais où chaque choix est une illusion. Soit une invitation à foutre en l'air le scénario, plus t'essayes de comprendre, plus le jeu se fout de toi. C'est pas un jeu où on gagne ou on perd, c'est un jeu où on expérimente. Un jeu où la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est une expérience qui te brûle le cerveau, on va pas se mentir. Ça a plus à voir avec une expérience psychologique qu'un jeu vidéo classique. C'est un titre qui te fait remettre en question ce que c'est qu'un jeu, et même ce que c'est que jouer. Le narrateur te dit quoi faire, mais t'es libre de pas le suivre, et pourtant chaque rébellion est déjà prévue, donc tu dois choisir, mais en vrai, t'as toujours un chemin qui est décidé pour toi à l'avance. Tu peux tenter de tout casser, ignorer les ordres, chercher des failles, mais au final, t'es toujours piégé. Parce que dans The Stanley Parable, c'est une métaphore sur le libre arbitre, les jeux vidéo, la manière dont on est tous manipulés, souvent sans s'en rendre compte, et c'est vrai, c'est un des trucs les plus brillants jamais créés en jeu vidéo. Conclusion, c'est un jeu unique en son genre. C'est pas pour ceux qui veulent de l'action, du loot ou du farm. C'est pour ceux qui veulent être mindfuckés en permanence. C'est un jeu qui te fait rire, qui te frustre, qui se surprend, et qui, au final, te met vraiment face à toi-même. Si t'aimes les jeux qui brisent le 4e mur, qui jouent avec ton cerveau, et qui se foutent ouvertement de toi, fonce mec. Si t'aimes avoir un jeu clair, un objectif qui te dit bravo quand t'as fini un niveau, bon courage, parce que là c'est pas juste un jeu, c'est une expérience comme je dis souvent dans mes vidéos qui joue avec ton esprit, qui entre en illusion de liberté, narration géniale, humour absurde. Ce jeu va te faire remettre en question tout ce que tu sais sur le gaming. Vraiment, c'est pas abusé.
Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui fait pas de quartier, qui pardonne rien et qui t'apprend la vie à la dure. Ninja Gaiden 2. Si t'es du genre à pleurer quand tu rates un QTE dans un jeu narratif, autant te dire de suite, barre-toi. Ici, c'est le jeu vidéo en mode spartiate. Dès que tu lances le jeu, Ryu Hayabusa débarque comme si on avait volé son goûter. Pas de cinématique longue, pas de blabla, juste toi, ton katana, des ennemis qui veulent te découper en sushi. Et je te préviens, il rigole zéro. Même les mobs de base sont plus agressifs qu'un chat enfermé dans une boîte. Les combats, assez simple, si t'appuies pas sur les bons boutons, tu meurs. Si t'hésites une demi-seconde, tu meurs. Si tu respires mal, tu meurs. C'est un vrai balai sanglant avec des combos de fous furieux, des démembrements à gogo, une caméra qui souvent décide de partir en vacances, mais bon, c'est ça aussi Ninja Gaiden, c'est une relation toxique entre toi et ton écran. Niveau arsenal, Noël avant l'heure. Tu commences, pépère, avec ton joli katana, mais très vite, tu récupères des armes assez pétées. Griffes de Wolverine, faux de la mort, shuriken explosif, parce que pourquoi pas. Le jeu te donne l'impression d'être un dieu du combat, jusqu'à ce qu'un boss te rappelle que t'es juste une petite chose fragile qui va aller mourir dans d'atroces souffrances. Et les boss, putain, parlons-en, ils sont gigantesques, hyper stylés, et surtout beaucoup trop violents. T'as même pas le temps de comprendre leur pattern que t'es déjà au menu du jour. Le pire, c'est que le jeu a cette tendance fâcheuse à remettre en pression en permanence, genre, t'as battu le boss, cool, prends 50 ninjas enragés dans la gueule derrière, direct. Et graphiquement, déjà à l'époque c'était une boucherie. Le sang il giclette partout, des animations fluides comme t'as jamais vu, et chaque coup donné a un vrai impact vraiment stylé, genre film de samouraï sous stéroïdes. Mais faut pas cligner des yeux, sinon t'as perdu 3 vies. Verdict, Ninja Gaiden 2, c'est pas pour les fragiles. C'est le genre de jeu qui te regarde droit dans les yeux et qui te demande est-ce que t'es prêt à souffrir. Si la réponse est oui, fonce. Sinon, retourne jouer à Animal Crossing et laisse les gens qui aiment ce genre de jeu s'amuser. Ninja Gaiden 2, j'ai fait un test qui va te déchiqueter. Aujourd'hui, on a plongé dans Ninja Gaiden 2. Ce jeu a la difficulté plus tranchante qu'un katana. Tu crois que t'es prêt à affronter des hordes de démons et des boss qui ont aucune pitié? Accroche-toi, parce que ce jeu, c'est vraiment pas pour les petites natures. Entre les combos ultra violents, les roulades millimétrées, les rages incompréhensibles et les ennemis qui spawnent partout. Ryu Hayabusa, le nom est dur, n'a pas le temps de niaiser. D'ailleurs, c'est des gros morceaux d'un rappeur aussi, allez checker. Au programme, des combats ultra nerveux qui testent tous tes réflexes de ninja, des ennemis plus collants qu'un chewing-gum sous une semelle, des moments de pure frustration et de satisfaction ultime, une ambiance sombre, badass à souhait. Si t'es chaud pour souffrir avec classe, installe-toi bien et découvre Ninja Gaiden 2. C'est vraiment un jeu qui mérite sa réputation de jeu pour joueurs d'élite. Abonne-toi si tu veux plus de jeux hardcore et de tests déjantés.